Hey, aujourd'hui, je suis émotif. On a écoute, une légende du Québec, une idole de jeunesse pour plusieurs jeunes de mon âge. Pierre-Carl Ouellet, alias PCO. Écoute, c'est un grand honneur que tu sois sur les ondes de Hockey 30. Content d'être là. Comment tu vas? Écoute, il me semble, quand je pense à PCO, je pense à un gars qui a toujours été dans le paysage québécois, qui a toujours fait partie de nos vies. C'est comme ça, on pense au Québec, on pense à PCO. Comment c'est de vivre en tant que légende d'un sport? Ben, je te dirais que le côté légende, je le sens plus depuis 2018 à peu près. Puis même, je te dirais, les 3, 4 dernières années, ça s'est intensifié à cause que légende, normalement, ça va avec la durée de temps que ta carrière dure, puis le nombre, les succès que tu as aussi. C'est clair. Tu peux avoir une longue carrière, mais si tu n'as pas de succès, tu tombes pas dans cette catégorie-là. Mais si tu continues d'avoir des succès régulièrement, puis tu avances dans les années, ben là, je me le fais dire plus souvent. Mais c'est ta force, ça, dans le sens que tu t'es tombé, tu t'es relevé. Je veux dire, comme, je veux qu'on reparte au début du début, OK? Parce que tout a commencé, dans le fond, quand tu es parti à Calgary, à la recherche d'un rêve, Ouais. avec rien, quasiment rien dans les poches. Avec rien. T'as tout risqué, quoi. Ouais. À plusieurs fois. Pas juste au départ. C'est normal de tout risquer quand tu as 18 ans, quand tu as 17 ans. C'est normal de prendre tout l'argent que tu as, d'acheter un billet d'avion, puis de t'en aller sans booking, puis aller rencontrer du monde à Calgary, puis espérer construire une carrière. Mais quand tu es rendu plus tard dans ta carrière, puis de mettre tout en jeu à plusieurs reprises, je l'ai fait. Puis des fois, ça marche pas. Mais si tu ne l'essayes pas, tu es certain que ça marchera pas. Fait que, tu sais, des fois, tu n'as pas le choix d'aller all-in. C'est clair, mais il n'y a pas tout le monde qui a ce tempérament d'aller all-in. Je veux dire, de un, pourquoi tu es allé à Calgary? Ben, moi, j'ai fait mon école au Loisir Saint-Jean-Baptiste avec Pat Girard. Puis c'était mes combats, mes galas de lutte, c'était le dimanche après-midi, au coin de Rachel et Berry. Puis je savais même pas comment Pat Girard avait été une si grande légende que ça. Moi, là, quand j'envoyais des CV, je disais pas que je venais des Loisirs Saint-Jean-Baptiste. J'avais fait un camp de perfectionnement avec Édouard Carpentier. Puis je pensais que c'était meilleur pour moi de dire que c'est Édouard Carpentier qui m'avait entraîné. J'avais fait un 2 mois avec de perfectionnement. Mais je me suis rendu compte plus tard, plusieurs années plus tard, en lisant, mettons, la biographie de Pat Patterson, qui avait été entraîné par Pat Girard. Puis les grands noms de la lutte du Québec ont tous passé par Pat Girard. Puis moi, je voulais pas mettre son nom parce que je pensais qu'il était peut-être pas assez connu pour que ça me donne l'effet escompté quand j'envoie mon CV. Fait que tu es allé à Calgary. Ben, ça, dans le fond, parce que quand je suis au Loisir Saint-Jean-Baptiste, t'avais des vétérans qui revenaient puis qui avaient fait des carrières dans la lutte professionnelle. Pas des millionnaires, pas des super grosses carrières, mais des gars qui avaient quand même bien gagné leur vie pour une période de temps dans la lutte professionnelle. Des Johnny War Eagle, Dan Ferris, Rocky de la Serra, J. Prou. Puis ces gars-là, je les écoutais parler quand ils étaient sur la route. C'est des moments, tu sais, un tel gars lisait un livre, j'entendais toutes sortes d'histoires. Puis je me suis dit, OK, pour vraiment réussir aux États-Unis, puis attirer l'attention, c'est un peu comme un acteur
qui veut juste rester au Québec, mais qui aimerait ça être acteur à Hollywood. C'est ça. T'as pas le choix, à un moment donné. Il n'y a pas de recrutement qui se fait vraiment au Canada. Il n'envoie pas vraiment personne à regarder le talent canadien. T'as pas le choix de t'expatrier pour te faire des contacts, prendre de l'expérience. Puis là, même si t'es au Canada anglais, c'est pas grave parce qu'il y avait beaucoup d'anglais d'Angleterre. Il y avait des Américains qui allaient travailler là-bas. Puis ici, il y avait la lutte internationale, mais il n'y a pas beaucoup de chance aux jeunes de 17-18 ans. C'est clair. Fait que j'ai voulu me faire un nom à l'extérieur pour revenir ici en ayant été quelqu'un à l'extérieur, justement. Comme ça a été pour moi ma planche de salut, ça a été l'Europe. Puis tu parlais pas anglais là, quand tu as débarqué à Calgary. Là. Non, c'est drôle. Pendant que je m'en allais à Calgary, le gars qui était à côté de moi, je lui demandais comme surtout les 4 mots importants, le when, why, where. Yeah. Puis je lui demandais, ça voulait dire. Je voulais être certain de ces 4 mots-là. Là. Comment qu'on dit quand, comment qu'on dit où. Ça a été ma base pour partir. Puis t'es passé par l'armée du salut, je veux dire, c'est une histoire de. C'est une histoire de film, là, je veux dire. Ouais, ok, parce que dans le fond, je travaillais dans une cour à bois à 16 ans. Puis mon salaire, c'était, je pense, 173 ou 174 par semaine. Fait que le chômage de ça donnait pas grand-chose. Uh-huh. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'avais pas vraiment, à Calgary en tant que tel, j'avais pas de place où habiter. Fait que j'ai pris un journal, je regardais, puis là j'ai vu chambre à 35 $ par semaine. Puis là, ben, je me suis rendu compte que c'était divisé par plusieurs jeunes, puis il y avait comme un monsieur, genre, responsable de ces jeunes-là. Puis il fallait aller avec les canettes le dimanche matin à ces coins de rue, ramasser de l'argent. Wow. Fallait que je paye ma chambre aussi, puis que je me nourris là-dessus. Là. Puis toi, t'as commencé là, je veux dire, est-ce que t'as eu tes premiers contrats de lutte à Non, Calgary? je me suis fait beaucoup niaiser au début, à Calgary. J'allais à l'aréna, j'allais voir Stuart, j'ai demandé s'il avait besoin d'un lutteur. Là, il me disait, va voir mon fils Bruce. C'est toute la famille Hart avec Bret puis Owen que j'ai lutté avec eux plus tard. Là. Est-ce qu'on s'entend que Bret Hart, c'est le Wayne Gretzky de la lutte? Oui. Ouais. Ben, Est-ce que c'est le greatest pour toi, Bret Hart? Ben, c'est parce que tu as différentes catégories là, dans la lutte. Pour moi, petit gars, Bret Hart, puis ses lunettes roses, puis peut-être la mort de son frère aussi a fait en sorte d'amplifier la légende. Là, mais... Techniquement, c'est le greatest. Ah ouais, techniquement, c'est le greatest. Techniquement, avec Shawn Michaels, Okay. il y a tout le temps des débats entre ces deux noms-là pour point de vue technique, point de vue d'avoir attiré de l'argent, puis d'avoir fait remplir les arénas. T'sais, on va aller plus du côté de Stone Cold Steve Austin, The Rock, puis Hulk Hogan. Tous ces gars-là, tu les as côtoyés. Là. Oh oui. Oh oui. En 2018, j'ai fait le podcast de Stone Cold. Wow. À son ranch, à Los Angeles. Mais on se connaissait déjà, là. T'sais, on avait été sur la route ensemble. Puis il a dit, tu vas pouvoir dire au moins une fois dans ta vie, Stone Cold, carried your bags. Il a transporté tes valises. Parce que le taxi arrivait en avant de son ranch, puis il a pris mes valises, puis il les a rentrées dans son ranch, où est-ce qu'on faisait le podcast. Tu réalises-tu à quel point c'est malade mental que tu aies côtoyé ces gars-là? C'est des légendes des vivantes, tu sais, comme si... Nous, parce que nous, t'es une légende québécoise. Ouais. Mais au final, ta légende, elle s'exporte au niveau international. C'est incroyable d'aller faire le podcast de Steve Austin, là. Ouais, ben, en plus, c'est lui qui m'avait appelé, fait que j'ai trouvé ça cool. Puis on a eu bien du fun sur son podcast. Je veux pas que tu mettes personne dans la marde, là, parce que, tu sais, on le sait, toi, t'es le bon Jack de service, tu parles jamais contre personne. Fait que là, je vais te poser des questions un peu qui... Tu me dis si t'es pas à l'aise de répondre, mais est-ce que c'est vrai que Steve Austin, il a un peu un côté un peu diva, un peu égocentrique, qui pouvait créer des tensions genre,
dans l'association, tu sais, comme dans le sens... Lui, un jour, tu sais, on le sait, toute la lutte, c'est prédéterminé, là, je veux dire. Ouais, Il y a on va dire quelqu'un pas qui doit arrangé, perdre. mais, Ouais. mais prédéterminé, ouais. On sait qui va perdre, qui va gagner. C'est ça. Puis, moi, selon ce que j'ai entendu, tu sais, Steve Austin, des fois, il pétait des coches parce que, hey, là, non, je peux pas perdre. Puis, il y avait énormément de pouvoir au niveau des décisions, du narratif de qui gagne, qui perd. Ouais, ben, il a été reconnu surtout pour avoir refusé de perdre contre Brock Lesnar, là, puis il dit que Exact. ça a été une erreur qu'il a faite. Ouais. Puis ça serait à refaire, il aurait pris une décision différente. Mais par contre, je comprends son point de vue, là. Tu sais, t'as traîné la compagnie sur tes épaules Ouais. pendant des années, puis là, c'est pas tout le temps évident d'être dans une position où on te demande d'un peu passer le flambeau. Puis à sa défense, c'est que lui, il l'aurait fait. Il aurait perdu contre Brock, mais pas dans un match où, mettons, tu avais 16 participants. C'était un qualifying match, tu sais, pour King of the Ring, quelque chose de même. C'était pas dans un programme. Ouais. Tu sais, il aurait aimé ça qu'on build un programme, qu'on construise un programme pour lui et Brock, puis au bout de 2-3 mois, après la rivalité, que Brock gagne. T'sais. Il voulait pas juste faire un match à froid de même lancé sur Raw puis perdre. Je comprends. Moi, j'étais pas assez proche de lui pour connaître son caractère. Il voyageait. J'ai pas voyagé beaucoup avec. Parce que les histoires, vraiment, dans la lutte, ça sort selon tes roommates puis selon tes... avec qui tu es sur la route. Ouais. Parce que c'est là que tout le monde parle dans le dos de tout le monde. Ouais, c'est un jeu de coulisses incroyable, là, Ouais. de gossip, c'est incroyable dans le fond. Ouais. Là. Il y a quasiment plus de choses qui se passent dans l'envers du décor que sur le ring. Autant. Ouais, autant, c'est ça. C'est plus juteux Ouais. en arrière qu'en avant des Ouais, fois. c'est Ouais. clair. Fait que si on revient, là fait que là, t'es à Calgary, toi, t'as l'impression que tu te fais niaiser. Ben, je me fais niaiser parce que je demande pour avoir un spot, mettons, même si c'est un opening spot, même si c'est pour un squash match, que ça veut dire que j'aurai pas d'offensive, que je vais juste faire bien paraître un gars Ouais. pour 3, 4, 5 minutes. Tu sais, juste pour apprendre encore plus, puis être sur un territoire autre que Montréal. Ben, on me dit, viens à Edmonton, peut-être qu'un poste va se libérer. Fait que moi, je prends le Greyhound de Calgary à Edmonton. 4 heures de boss, puis je me rends à Edmonton avec mon sac de lutte, puis j'espère qu'un gars est peut-être blessé ou qu'un gars va pas se présenter, puis qu'on va me donner une chance. Puis, tu sais, on me dit, ah, ben là, cette semaine, non, on est complet Edmonton, reviens nous voir à Calgary vendredi prochain. Puis le samedi, je remonte à Edmonton. Fait que j'ai fait ça pendant quand même 2 mois pour être sûr, tu sais, que si quelqu'un se présentait pas, qu'on me donnerait ma chance. Wow. Éventuellement, il y a un gars qui s'appelait Kerry Brown qui a dit à Bruce Hart, tu sais, le gars, en parlant de moi, le gars, le kid, il est correct, là. Tu sais, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Ah ouais. Le kid est correct, pourquoi tu lui donnes pas sa chance? Fait que, il m'a callé pour un vendredi après-midi au Calgary Stampede. Juste moi puis Bruce. Puis, tu sais, il m'a fait des drills, là. Il me lançait en bas de l'arène, il me lançait d'un câble, il me collait des affaires. Un hip toss, drop down, leapfrog, body slam, whatever. Il me collait des affaires de lutte, là, pour voir, tu sais, c'était quoi mes aptitudes. Puis, c'est sûr que j'avais tout le temps barrière du langage. Là. Je parlais pas anglais beaucoup. Ah non, c'est clair. Puis, après avoir passé peut-être 1 heure et demie dans le ring avec, il a essayé de me vendre son école de lutte à 3000. Là. Puis j'ai refusé. Parce que j'ai dit, ma base, je l'ai. J'ai pas besoin de repayer 3000. Non, c'est ça. Déjà que je vivais avec l'armée du salut dans une chambre. J'avais pas 3000 piastres. C'est clair. Puis ça a été quoi le déclic? Ben là, le déclic, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis tenu avec d'autres personnes de Calgary qui luttaient pas pour le Stampede, mais qui essayaient eux aussi de percer, d'autres jeunes. Puis un gars d'ailleurs qui m'écrit encore sur X de temps en temps. Puis les gars voulaient tous m'amener pour All Tomco à Vancouver. Mais là, à un moment donné, je me suis comme un peu découragé là, de repartir à Calgary puis d'aller plus loin à Vancouver. Puis d'être pas confirmé sur une job.
J'ai décidé de revenir. Puis là, j'ai entendu parler qu'il y avait un territoire dans les Maritimes aussi. Puis c'est justement quand j'ai fait le camp d'entraînement d'Édouard Carpentier. Il y avait Nelson Veilleux qui était un des gars qui était là. Puis lui, il me parlait du territoire des Maritimes. Il avait déjà fait partie de... Il avait été passé un été là-bas. Ouais. Donc, j'ai commencé à plus envoyer, puis c'est bilingue, là. Le promoteur Émile Dupré parlait un peu français du Nouveau-Brunswick. Là. Ouais. Puis finalement, à force d'envoyer des articles de journaux, des galas locaux, puis j'ai fait une couple de galas pour lutte internationale, pour Dino Bravo, Gino Brito, des matchs de télévision, parce que j'avais pas d'offensive, vraiment. Là, je me faisais plus démolir. Ouais. Puis ça m'a un petit peu d'expérience. Puis, tu sais, des fois, quand j'avais des galas indépendants, mettons, en finale, j'ai ramassé des articles. Puis, tu sais, j'avais pas d'Internet dans ce temps-là. Je montais des pas payés CV, là, tu sais. Puis... ça, tu te montais un portfolio, dans le fond, là, avec ouais, les articles. j'envoyais ça avec des articles de journaux, avec ma grandeur, mon poids, mes années d'expérience, où ce que j'avais été, qu'est-ce que j'avais fait. Puis là, j'avais dit que j'avais lutté pour lutte internationale, qui était quand même connue, mais j'avais fait 3-4 combats. Ouais. Puis, eux, la manière que j'ai monté mon CV, ils m'ont fait venir, puis ils m'ont mis tout de suite au top. J'étais tout de suite dans des combats de championnat par équipe. Contre le gars qui bouquait le territoire, qui était un gars plus âgé. Bulldog Bob Brown, puis il avait fait venir un jeune japonais qui s'appelait Masahiro Chono, Tokyo Chono, là-bas, son nom. Puis moi, puis un gars de Winnipeg, Eddie Watts, on était en équipe. Il y avait beaucoup de copies de la WWE dans ce temps-là. Tu avais les Killer Bees, mais nous autres, c'était les Super Bees, on avait des masques. Puis on était comme les top babyface du territoire. Mais moi, je pars de pas être capable d'avoir un match à Calgary à main event au Nouveau-Brunswick. Sans étape. Sans étape, donc aucunement prêt pour le challenge. Wow. Ben, comment ça, aucunement prêt pour Ben, le challenge, dans le sens? Il y a un step. Ouais. T'es pas capable de faire le match numéro 1. Ouais, c'est ça. T'es pas assez bon pour un match numéro 1, mais tu te ramasses en finale. C'est ça. En l'espace de même pas un an, là, tu sais, t'as pas le temps d'avoir grandi puis d'assimiler dans ta tête l'espace que... Comment ça s'est va passé? vite, là. Comment ça s'est passé? C'est mal passé, là. Ça s'est mal passé? Qu'est-ce Ben qui ouais, s'est passé? j'ai manqué des affaires. Ouais. J'ai manqué des calls en anglais. Je me faisais caller, mettons, un baseball slide, puis j'arrivais dans le gars, puis je le prenais en prise de l'ours. OK. Parce que ça allait trop vite. Le call, il venait vite, puis, tu sais, je comprenais baseball slide, tu sais, mais je comprenais pas baseball slide. Ouais. Puis c'était pas dans nos termes, nous autres, au loisir, on callait en français souvent. Ben ouais. Fait que là, j'ai appris que caller en anglais, c'était essentiel, que ça soit au Mexique, que ça soit n'importe où, là, à Porto Rico, n'importe où dans le monde, tu sais, c'est comme universel, là. Ouais. Fait que là, ça s'est mal passé, mais... Mais non, mais j'ai eu des bons combats, j'ai eu des bonnes performances, mais aussitôt parce qu'on roulait à deux équipes par soir, ça veut dire que tu vas avoir un gala, mettons, dans une ville à Moncton, puis un gala à Halifax, un gala à Antigonish, puis un gala à l'île du Prince-Édouard, puis tu sais, c'était 2 par soir. À un moment donné, quand ils ont réduit à une équipe, ben, j'ai été le premier à être coupé. T'as été coupé. Ouais, le premier. OK. Puis à partir de ce moment-là, ça doit être déprimant. Tu devais avoir un gros Ben là, moi, ma famille, ils ne savaient pas. Là. J'ai dit je revenais. Ouais. Quand j'arrivais à la maison, chez mes parents, ils avaient mis des banderoles, bienvenue champion, puis tout. Mais moi, dans le fond, je savais que j'avais pas été un grand champion, là. J'avais eu plus d'échecs que d'autres choses. Puis anecdote, là, j'avais tellement peur que le promoteur change d'idée. Mettons qu'il m'a booké pour le 1er avril.
Je suis arrivé le 30 mai, moi, 2 jours d'avant, puis j'ai dormi dans mon auto 2 jours en avant de la maison du promoteur. Pour être sûr qu'il ne changerait pas d'idée. Incroyable. Ah, finalement, on a eu un autre gars, puis on va être obligé. Je sais que c'est le même dans la lutte des fois. Là. Ils peuvent te choquer. Là, ouais, la dernière journée. Wow. Fait que j'ai dormi 2 jours dans mon auto pour être sûr de commencer. Incredible. Wow. OK. So, quand on pense... Fait que ça, c'est la preuve que tu as eu un chemin de croix, là. Comme des rough times. Oui, puis au Loisir Saint-Jean-Baptiste aussi, une autre raison pourquoi je voulais partir de là, c'est que ça faisait 2 ans. J'ai commencé à 16 ans jusqu'à 18 ans. J'avais pas de victoire jamais. Là. Je me faisais tout le temps planter. Hein. Ouais. Puis à un moment donné, toute ma famille est partie du Québec. Puis ça, c'était comme une loi, on dirait que ça faisait partie de Pat Girard. Si tu disais que ta blonde venait te voir lutter ou ta famille venait te voir lutter, c'était 30 secondes, tu te faisais planter. Là. Fait que j'avais comme 25-30 personnes qui étaient montées de Québec pour me voir en action. Ouch. Le match commence, puis le gars me dit « Roll up, 1, 2, 3. » Oh my God. Puis là, j'étais comme en larmes, fâché de rage. Ah, mais c'est horrible. Puis le gars m'a dit « Écoute, c'est pas moi qui ai décidé. Non, c'est sûr. Pat a mis ses lunettes. Quand il met ses lunettes, ça veut dire « Go home. » Il faut s'en aller. Fait que tout ce rough time, là, ben, c'est quand même des temps sombres, là, je veux dire. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, la meilleure préparation que tu ne pouvais pas faire C'est clair. pour quand tu arrives C'est clair. dans le show, là. Comment t'es arrivé dans le show? Comment Vince McMahon, genre, comment c'est arrivé où t'es allé, où comme, jusqu'à ce que tu sois champion du monde dans la WWF? Là. Ouais, ben, Nelson Veilleux, il était sa tournée avec moi au Nouveau-Brunswick. Ouais. Lui, il avait été là une année avant aussi. Puis, on a décidé, nous autres, de se louer une chambre ensemble, là-bas, puis de voyager avec... J'avais amené mon auto là-bas. Parce que moi, je m'avais acheté une belle auto parce que j'avais eu l'accident à mon œil. J'ai eu un œil à l'âge de 12 ans, je me suis tiré avec une carabine à plomb, mais une fléchette dans l'œil. Puis j'avais eu comme 18 000 des assurances pour ça. Fait que je me suis acheté un genre de fer. T'as-tu perdu la vue de ton œil? Ouais, la vue au complet, mais mon œil, non. Mon œil, ils l'ont sauvé, mais le cristallin était comme déchiré. Fait que tu vois d'un œil, là. Ouais, c'est ça. OK. Donc ça l'a rajouté. Parce que moi, aussi, j'aimais ça jouer au hockey jeune. Là. Ouais. C'est un peu de même, j'ai accroché sur la lutte. J'avais des pratiques à 6 h le matin. Quand j'attendais mon lift, ben, je vois sur le câble, puis je voyais des soirées de lutte, mettons, en reprise, ou des documentaires. Puis là, j'ai accroché vraiment là-dessus. Puis là, à un moment donné, en secondaire, ben des fois, pendant mes cours, je lisais le Journal de Montréal, puis on arrêtait tout le temps ces annonces du Centre Paul Sauvé, puis moi avec mes chums. Puis on était vraiment attirés par la lutte. Là. On aimait ça. Ouais, parce que ça devenait de plus en plus big, là. Ouais. Ouais. Moi, quand j'étais allé voir les premiers galas avec mon père, j'ai dit, je sais ce que je veux faire plus tard. Là. J'avais peut-être 14 ans. J'ai dit, c'est sûr, je vais être lutteur professionnel. Puis il capotait, là. Wow. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que comment, juste savoir, comme ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a mené à être champion du monde avec Jacques Rougeau dans la WWF? C'est ça. Dans le fond, moi et Nelson, qui s'appelait Rick Crawford, au Nouveau-Brunswick, on est devenus des grands chums. Puis là, on a décidé de se faire une équipe ensemble. On s'appelait Double Trouble. Puis moi, j'étais allé faire juste un one-shot à Toronto que Louis Laurence, un lutteur du Québec, que j'avais rencontré au hasard dans une salle communautaire. Puis j'avais été le voir. Je disais, vous êtes Louis Laurence. Moi, en tout cas, j'aimerais ça vivre la lutte professionnelle. Puis là, il connaissait une fille à Toronto qui organisait un événement.
J'étais allé là-bas, puis j'ai lutté contre un gars qui faisait son premier combat contre moi, puis il était satisfait de son premier combat. Puis ce gars-là, avec l'aide de son père qui travaillait en Europe, à un moment donné, on a gardé le contact, il m'a appelé. Il dit, si tu veux venir lutter en Angleterre, je peux te faire passer. Envoie tes photos, Brian Dixon, tout ça, puis je suis pas mal sûr qu'il va te prendre, j'ai parlé de toi. Fait que moi puis Nelson, on a mis des photos d'équipe, Double Trouble. On avait commencé à lutter un peu en équipe au Québec. On a fait un petit montage sur un VCR. J'ai envoyé ça là-bas. Puis il m'a rappelé. Puis on était allé en Angleterre. Là, j'ai dit à Nelson, on a foiré au Nouveau-Brunswick, mais ça n'a pas marché. Mais là, s'ils font venir 2 Canadiens en Angleterre, puis nous mettre au top, faut être à hauteur, puis là, on a assez d'expérience, puis on a appris de nos erreurs qu'on a faites là-bas, de nervosité, de ci, de ça, puis de pas avoir assez confiance en nos moyens. Puis là, on est arrivé, puis on était prêts. Puis là, quand on est arrivé en Europe, en Angleterre, il n'y avait pas tant de monde que ça. Puis par le temps qu'on a fini l'Angleterre, c'était comme sold out partout. Wow. On avait vraiment, vraiment attiré, fait monter la business. Puis là, ben là, j'ai pris une grosse, grosse confiance en moi. Là, je me voyais vraiment comme un futur champion parce que, tu sais, on était vraiment tout le temps comme en main event en Angleterre, là, partout Puis là, où on était. Tu parlais anglais, là. Ouais. Tu parlais anglais, là. Ouais. Puis, disons, là, en Angleterre, là, un combat, ça te rapportait combien? Non, au début, c'était pas gros. C'était à 20 pounds sterling. C'était à peu près à 30$ par soir. Ouais. Mais on travaillait à tous les jours. Ouais, c'est ça. Puis, c'était dans le temps aussi, là. Ouais, en 91. C'est 90, 91, c'était à tous les jours. Mais tes dépenses étaient payées? Ou non? Ben, c'est une chambre avec pas de frigidaire, avec 2 lits. Ouais. Puis on mettait notre lit sur le bord de la fenêtre pour qu'il reste frais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'était pas la grosse chambre. Là. C'était pas la... Puis on voyageait dans un station wagon à 3 sièges. Puis on était, mettons, 8-9 avec des boîtes de marchandises par-dessus la tête. Puis on faisait des runs de 6 à 8 heures d'auto. Là. T'es grand l'Angleterre, là. Quand tu te mets à serpenter tout ça. C'est clair. Puis là, tu parlais anglais, là. Ouais. Ouais. Là, tu étais à l'aise en anglais. On a eu une leçon à un moment donné. Ils nous ont mis avec des gars qui ont été dans la WWE après, Dave Taylor puis Fit Finlay, 2 gars qui ont percé après aussi. À un moment donné, on a voyagé avec eux autres. Le promoteur a dit, vous allez embarquer avec Dave, les 2 Dave, puis ils vont vous amener à la ville. 4-5 heures de route à faire. Moi puis Nelson, on parle en français tout le long. Puis quand on est arrivé là-bas, tout le monde voulait nous battre. Parce qu'ils pensaient qu'on lui parlait dans le dos. Puis souvent, tu vas entendre ça dans les vestiaires de hockey. Ils veulent pas que les gars parlent français. C'est clair. Parce qu'ils ont l'impression que tu parles d'eux autres. T'sais. Ouais. Puis nous autres, on parlait de n'importe quoi. Là, de nos blondes qui avaient resté à la maison, qu'on s'ennuyait, de nos familles, de comment qu'on voyait la business, puis c'était quoi nos projets futurs. Là. Ça n'avait pas rapport, là, on ne parlait pas d'eux autres, mais les autres l'ont mal pris. Ça nous a donné une leçon de tout le temps parler en anglais devant les gars. Y avait-tu du racisme, comme tu sais, les fameux frogs? Non, c'est ça. Ça faisait peut-être dire, mais moi, j'ai jamais ressenti ça. Non? OK. Non. Fait que là, tout est parti de là, dans le fond. Là. C'est là où tu es devenu dans ta tête. Ouais. C'est là où tu n'avais plus le syndrome de l'imposteur. Là. Pour toi, tu étais un champion. Ouais. Puis c'est parti de là, tu sais. Ouais. Parce que toi, tu as été hyper proche de Vince McMahon, non? Ouais. Il m'appelait direct sur mon téléphone. Wow! À un moment donné, ça a été long avant qu'il rouvre, là, tu sais, qu'il se rouvre à ce qu'on soit vraiment proche un de l'autre, là, tu sais, point de vue business. Ouais. Mais comment ça a commencé avec lui? Je te dirais que la première année, tu sais, moi, c'est pour dire comment je suis arrivé là. Il y a eu l'Angleterre, il y a eu l'Allemagne, puis il y a eu la grosse compagnie allemande qui était comme l'équivalent de la WWE en Allemagne.
sais, là, les payes avaient monté. Ouais. Je faisais c'était pas des grosses payes, mais Genre. 1200, 1500 par semaine. Ouais. C'est quand même mieux, tu sais. Ben ouais. Tu sais, je pouvais... puis tu sais, c'était garanti 6 mois par année en Allemagne. Fait que, tu sais, j'avais 6 mois garantis. Puis là, j'étais là en 92. Ils m'avaient refait signer un contrat pour 93. Puis Nelson, on était dans une autre compagnie allemande avant qui était un peu plus petite. Puis les scouts de cette compagnie-là sont venus, puis ont voulu me signer. Mais ils ont dit on prendrait pas ton partner. Ça a été vraiment Ouch. déchirant. Wow. Parce que j'ai dit à Nelson, tu sais, si tu veux continuer, parce que lui, il se trouvait jamais assez grand. Il était à 5 et 7, 5 et 8. Lui, il se trouvait jamais assez grand. Puis il disait tout le temps, ah, tu sais, ça nous prendrait 6 pouces plus grand pour vraiment faire une différence. Ouais. Tu sais, moi, Toi, je pense t'étais à combien? 6 pieds. 6 pieds, ouais. Puis je dis non, mais ça, c'est juste dans notre tête. Là. Ouais. Ça n'a pas rapport. Mais lui, il se mettait beaucoup de barrières avec ça. Puis il me disait, non, moi, je pense pas de faire ma vie au complet dans la lutte. Ça fait 3-4 ans que je suis sur la route. Puis c'est Ça doit être pas le tough. genre de vie que je veux vivre Ouais. tout le temps. Puis il dit, je vais être content, je vais vivre mes rêves à travers toi, vas-y, tu sais. Wow. Ouais. Ben C'est lui, la chair de poule. ouais, mais lui, je suis parrain de son gars. On se parle encore, on est Ouais, des c'est amis. comme un frère, là. Ouais. Fait que là, lui, c'était dans le fond son message. Vas-y, man, vole de tes propres ailes. Là. Ouais. Wow. Fait que j'ai tout de suite transféré de Hambourg. Puis j'étais allé à Hanovre, finir avec l'autre compagnie. Puis après, ils m'ont gardé pour Bremen. Parce qu'en Allemagne, quand tu faisais 60 jours, c'était un peu comme un cirque. C'est 60 jours dans la même ville, dans le même ring, dans la même aréna. Le monde venait à tous les soirs. Ouais, pis c'est des gros fans de lutte, là. C'est comme un théâtre Saint-Denis, Ouais. puis le monde vient chaque soir. Ouais. Puis les histoires faisaient que on buildait de quoi pour le mercredi, le jeudi, le mardi, c'était la soirée des dames, c'était plein. il y avait des promotions pour tout. Puis toi, t'étais célibataire, là. Non, mais j'ai eu des blondes un peu là, à travers de ça. J'ai été longtemps avec une fille, ouais. Ouais. Elle était Ouais. pas jalouse avec les... Ouais, c'était pas facile. Avec les Ladies C'était pas Night. facile, les Ladies Night. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est un peu comme les joueurs de hockey d'aujourd'hui, là. Ouais, c'était top. C'est comme quand une blonde de joueur de hockey, là, qui signe le contrat, elle sait que ça va être rock'n'roll. Elle sait qu'elle va accepter des petites infidélités on the side. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est là où t'as eu un peu le goût du Du rockstar, là. Ouais, là, c'est là que ça commence, là. Parce qu'au début, tu n'as jamais cet effet-là, vraiment, là, Ah tu sais, d'avoir du monde qui s'intéresse à toi, Ah ouais. pas pour les bonnes raisons, juste parce que tu es une vedette, dans le C'est fond, ça. là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça doit être difficile à naviguer. Hein. Genre, dans le fond, Très est-ce que t'es c'est autour dur. de moi parce que je suis une vedette? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ouais, ça change... ça change une personne, je te dirais. Ça change... Ouais. Ça t'a-tu fait perdre la tête, toi, à un moment donné? Un peu, ouais. Ouais. Surtout, pas en Allemagne un peu, mais là, après ça, tu sais, la tournée finissait le 30 décembre. Ouais. Le 4 janvier, j'ai reçu un téléphone de Porto Rico. Là, j'étais allé lutter là-bas. Là, j'étais super en demande. Ouais. Le Tennessee aussi voulait m'avoir. OK, fait que là, c'était La le monde qui venait à toi. WCW voulait m'avoir, mais j'avais envoyé des curriculums, des CV, mais là, les téléphones rentraient, là. Là, j'avais des offres un peu partout. Puis c'est là où Vince McMahon Ben, est arrivé. dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? J'étais à Porto Rico tout seul. Je faisais mes affaires. Puis à un moment donné, Jacques Rougeau, c'est là qu'il est arrivé pour une fin de semaine pour lutter contre le boss là-bas, Carlos Colon. Moi, je luttais contre le partner du boss, Invader, qui est José Gonzalez. C'est lui qui avait poignardé Bruiser Brody dans une douche. Wow. Il l'a tué.
What? Attends. pour une raison ou une autre. Yo, attends, wow, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais Ok, ça puis s'est parlé partout dans le monde de la lutte. Ouais. Hein. Frank Brody est mort ce soir-là, hein, à Porto Rico. Wow. C'est pas Cette pas soirée-là, là. Moi, j'étais pas là, Ouais. mais je luttais contre le gars qui l'avait tué, par exemple, à chaque Oh soir. my God. Ouais. Il a jamais fait de prison. Hein. Comment ça, il a jamais fait de prison? Mais sur l'île de Porto Rico, j'en parle souvent dans des shows. Là. Il a Il y jamais a fait toutes de sortes prison. d'affaires, il y a toutes sortes d'affaires Le gars, il a vécu, inexplicables. il a continué à vivre sa vie, puis tout. Ouais, il a peut-être eu été en cours, Ouais. Il a dit que c'était la légitime défense. Genre. peu importe, Ouais, t'es c'est passé ça. au travers. Fait que là, toi, là, Là, moi puis Jacques, on s'est rencontrés là, tu le connaissais pas, là. puis il savait pas que j'existais, là. OK, Jacques... Moi, ça fait 8 ans que je roulais ma bosse, Ouais. sans que lui ait jamais entendu parler de moi. Puis ouais, c'est ça. Fait que Jacques Rougeau, lui, il était comme un... Ben, moi, je le savais c'était qui. Ben ouais. Parce qu'il avait déjà fait les Rougeau Brothers avec son frère Raymond, puis il avait déjà fait le Mountie. Puis il prenait une année sabbatique pour la naissance de son premier gars. OK. OK. Fait que là, cette soirée-là, tu rencontres Jacques Rougeau. Pour la fête de son premier Ouais. gars, pas la naissance, la fête. Son premier gars, il allait avoir 5 ans, je pense. Puis il voulait... En tout cas, je sais pas si c'est sa fête. Ouais. La naissance du deuxième. En tout cas, il voulait... Ouais. Il avait besoin d'une année sabbatique. OK. Puis Jacques, il se présentait en espagnol à tout le monde parce que sa mère passait 6 mois au Mexique par année, puis elle parlait un peu espagnol. Jacques avait une petite base d'espagnol. Il se présentait en espagnol, puis j'ai juste dit « Hey, salut Jacques ». Puis là, il a fait comme « Tu parles français? » Oh, « Je viens du Québec. » Puis là, ben, il a commencé à regarder mes matchs. Puis après ça, il a appelé Vince McMahon, puis il a dit d'après moi, il avait un plan pour un nouveau coéquipier dans sa tête. Là. Je peux pas dire. C'est Fait pas... qu'il t'a ouvert la porte quand même, là. Ouais, C'est- ouais, on est rentré en équipe. Puis là, vous êtes... Après s'avoir connu à Porto Rico. Là, vous êtes devenus les Québécois, là. C'est ça. Puis là, les Québécois, vous avez été champions du monde, là. Ouais, pendant un an de temps. Là, mais 3 fois, 3 titres, mais tu sais, il n'y avait pas gros. Quand on perdait, mettons, il était peut-être 2 semaines, puis on les reprenait. Puis tout ça. Puis vous avez été champion du monde en quelle année pour la première? 93. 93. Toute l'année de 93, Ah presque. ouais. Mais tu sais, moi, je me souviens d'un gala, j'étais allé à un gala au Forum de Montréal. Ouais, on en faisait beaucoup dans ce temps-là. Tu sais, c'était incroyable, là. C'était le hype, je me souviens, il y avait... ce gala-là, il y avait Yokozuna contre Undertaker, là, les espèces de combats avec le cercueil. Cercueil, là. ouais. Il y avait l'échelle, là, Razor Ramon contre... comment il s'appelait? Shawn le gars... Michaels, Non, le gars du Triple J. Double J. Double J. Jeff Jarrett. Ouais, Jeff Jarrett. Ouais, mais Est-ce qu'on l'a c'est essayé, lui? peut-être que c'était c'était peut-être que t'es venu au match de retraite de Jacques contre moi. Ouais. Ah, exactement. Exactement. C'est ça, vous vous On affrontiez. était en finale, Ouais, puis on était en on finale. était après Undertaker, C'est Yokozuna. ça, exact. Puis c'était plein. Ah ouais, je me le souviens. forum était plein. C'était le match de retraite, exact. Ouais. Ah, c'est ça, c'est que vous vous affrontiez l'un contre l'autre. C'est pour ça que ça a ouais. fait une grosse rivalité, parce Ouais. qu'à chaque fois qu'on était à la radio, tu sais, moi je pouvais répondre, tu sais, lui il lançait de quoi, on pouvait, tu sais. Mais le Puis- storyline, c'est que vous vous étiez chicanés, comme parce que vous étiez en tag team. Ouais. On l'avait buildé sur un long temps. On Ouais. l'avait buildé à WrestleMania 10. C'est là que ça a commencé. WrestleMania 10, on était supposé d'avoir une grosse victoire. Dans l'après-midi, ils sont venus nous voir, puis on dit on a une bonne puis une mauvaise nouvelle. Puis là, tu le sais que dans ce temps-là, c'est 2 mauvaises nouvelles. Ouais, c'est clair. Comme dans la vie, quoi. Fait que, ils ont dit, voulez-vous la bonne ou la mauvaise en premier? Fait qu'on a dit la mauvaise. Fait que c'était finalement la grosse victoire qu'on vous a promis. Parce que nous autres, on trouvait qu'on gagnait tout le temps en trichant, qu'on n'avait pas des clean wins dans le milieu. C'est vrai que vous étiez un peu tricheur. Ouais, puis c'est pas qu'on voulait pas tricher. On aimait ça être les vilains. Ouais. Puis on aimait ça tricher. Mais on voulait gagner
tu sais, avec notre finish Ouais. solide dans le milieu de l'arène, tu sais, Ouais. pas tout le temps par une disqualification, Ouais. parce Ou que quand compter à l'arbitre regarde l'extérieur, pas, tu sais, par la peau des dents, puis tu sais, on voulait vraiment comme step up un peu notre game de Québécois, parce que on était beaucoup innovateurs, puis moi, l'innovation des Québécois est venue du prototype de moi puis Nelson Veilleux, qu'on a commencé ces genres de mouvements-là, que moi, j'ai tout transféré. Tout mon set move que j'avais monté avec Nelson en Afrique du Sud, puis en Angleterre, puis en Allemagne, je l'ai tout transféré avec Jacques, dans le fond. C'est ça, tu l'as montré à Jacques. Ouais. Là. Ouais. La tour, Ouais. puis un paquet d'affaires, là, tu sais, qu'on faisait le slam sur l'autre. Puis, j'ai tout intégré ça dans Québécois, mais on avait déjà tout testé le matériel avant. Puis là, la mauvaise nouvelle, c'était quoi? Ben, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'avait pas notre grosse victoire. Puis la bonne, c'était qu'on gardait nos ceintures, mais sur un compte à l'extérieur. C'était vraiment flat. Qu'est-ce que tu veux dire un compte à l'extérieur? Ben, le gars, mettons, il n'a pas le temps de revenir dans le ring pour un compte de 10. Ah, ok. Fait que, tu sais, on gardait les ceintures de même. Puis quand on a battu les Hearts à Royal Rumble, ben, c'était encore comme une affaire qui s'était fait disqualifier. Puis quand on a gagné les ceintures, on a gagné parce que les Steiner Brothers ne voulaient pas perdre contre nous autres. Pour X raisons, ils se pensaient bons. Je sais pas pourquoi. Ils croyaient en leur affaire. Fait que Vince est obligé d'inventer les stipulations des Quebec Rules pour qu'ils perdent en trichant, en voulant. Ils ont pris le hockey, ils nous ont donné comme un double échec, puis ça a fait une disqualification. On a pris les ceintures de même. Après ça, on a gagné, quand on a gagné contre 1-2-3 Kid, Marty Jannetty, puis Man on a Mission, on a gagné avec des comptes de 3, mais tu sais, c'était rare. Ouais. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez fini par vous affronter? Ben là, Jacques a dit, moi, je m'en vais d'ici, parce que, premièrement, j'ai demandé à faire tant d'argent. À la date, je compte mes payes, puis je vois la fin de l'année arriver, puis, tu sais, Vince est en dessous. Fait qu'il dit, moi, je vais faire un match de retraite, puis je vais dire, even me up, tu sais, comme, à moi égal avec mon argent pour les 2 derniers shows que je vais faire. Puis là, on parle de combien, là? Ben, lui, il voulait faire 500 000 US cette année-là. Quand même. Ouais. C'est du gros cash, là. Ouais, dans ces années-là, ouais. Puis, toi, tu faisais combien? Moi, je faisais moins. Toi, tu faisais moins. Fait que parce que moi, j'apprends. Parce que pour monter à paye à Jacques, il fallait qu'il baisse la mienne. Indirectement. Là. Ouais. Mais moi, vu que j'étais comme rookie, j'ai comme. Pour la vraie, j'ai jamais été jaloux de nos salaires. Jamais j'ai été voir Vince et dire comment ça que Jacques gagne plus que moi. Ouais. Toi, t'étais à combien à peu près, là? Sans être indiscret, là? Vous avez autour de 200 à peu près. Là. 200 000 US par année. Parce que ma première paye, je me souviens, j'ai failli, en ouvrant ma boîte à mal, j'ai failli tomber à terre. Parce que moi, j'étais habitué de gagner Ouais, c'est clair. pas beaucoup. Là. Mais 200 000 US, Puis j'avais fait, ma première tournée, j'avais fait le Madison Square Garden à New York, le Spectrum à Philadelphie, puis le Chicago Horizon. Puis ma première paye pour ces 3 soirs-là, c'était 15 000 US. Ça faisait puis l'échange Tabonne était à quasiment 0,50. Ah ouais. Puis Quand j'ai changé ça en canadien, quand j'ai ouvert mon chèque, je capotais. C'est clair. C'est clair. T'as su garder la tête froide? Ouais, pour une couple de mois. Une couple de mois jusqu'à temps j'achète des autos puis change de maison. C'est clair, c'est clair. Mais tu sais, je veux dire, t'es pas... tu sais, il y a comme un côté sombre là, à la lutte, là, je pense. Puis toi, t'es tout le temps resté pas mal... ben, je veux pas dire clean, mais je veux dire, tu t'es pas mis les pieds dans les plats, tu sais. Pas dans des gros plats, mais tu sais, j'ai eu des périodes plus dures. J'ai eu des... C'est sûr que, tu sais, la popularité, quand ça te frappe de plein fouet de même, tu sais...
dans ce temps-là, même les joueurs des Canadiens, il y en a beaucoup qui se tenaient à l'action le dimanche soir, j'y allais, puis j'étais chum avec les Canadiens. Ah, puis, c'est clair, man. c'est sûr que c'était quand je luttais pas, je faisais un pas pire gros nightlife. Là. Non, ouais, tu J'avais profitais. un de mes amis qui buvait pas, qui me conduisait. Là. Non, mais je veux dire, tu profitais de la vie, mais comme... T'sais, on t'est jamais retrouvé À comme Alex... 25 ans, là. Non, c'est ça. Mais je veux dire, on t'est jamais retrouvé comme Alex Galchenyuk, Non. sa grosse drogue en train de menacer les policiers qui va les tuer. Là. Non. T'sais. Mais il y a un côté sombre quand même à la boxe, non? Genre, À la lutte, ouais. Il y a beaucoup, Ouais. il y a de la drogue, beaucoup. Ouais, ben ça arrive tout le temps sans que le monde s'en aperçoive. Ouais. Et, les gars commencent. Parce que la lutte, c'est un peu comme le hockey, je te dirais, tu sais. Si ton coach te fait jouer beaucoup, puis t'es dans une bonne passe, puis tu joues avec des bons coéquipiers, puis t'as une blessure moyenne que t'es capable d'endurer. Mais tu dis, je vais me sortir du line-up, je vais me guérir comme il faut, puis mais je suis à 100%, je vais revenir. Ouais. Des grosses chances qu'un autre gars ait pris ta place. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que La les lutte, gars... c'est la même affaire. Ouais. C'est pour ça que les gars, ils jouent blessés. Ben oui, t'es dans un storyline Ouais, c'est clair. qui est haut, qui est fort, qui se dirige en quelque part. Tu peux pas, à moins une petite blessure, dire hey, j'ai mal au poignet, je pense qu'on va prendre 2 semaines off. Non, tu continues. Fait que là, peut-être un anti-inflammatoire, peut-être un antidouleur. Ouais. Le soir, une coupe de bière avec ça. Fait que là, ça commence à faire des cocktails. Ouais. Après ça, c'est les gars, ben, moi, j'ai pas vécu ça, upper, downer, mais les gars, souvent, La coke. ils pouvaient remonter parce que là, ils étaient trop bas. Ouais. À Like cause Razor des- Ramon, là. Ouais. Razor Ramon, lui, il y a une histoire Shawn Michaels aussi, là. tragique. Ouais, Shawn Michaels. Il tombait, il arrivait sous dans les aéroports, il tombait en pleine face des fois avant de Ah boarder son avion. Là. Wow. Bret Hart. Brett, un gars qui a quand même gardé une tête sur ses Ouais. épaules. Là. Des fois, il me disait à moi, j'ai failli perdre ma dignité hier soir, mais tu sais. Ouais. Il restait quand même. C'était un gars un peu plus qui faisait ses affaires tout seul. Il faisait pas trop ça avec d'autres boys. Undertaker. Ah, lui, c'était comme une. C'était une machine, lui. Ouais. Il y avait tout le temps plein de femmes après, puis Ah, la bouteille de Jack, puis il y avait tout le temps. T'arrivais au show, puis tu voyais 25 danseuses, tu savais que c'était toutes les filles à Taker. Ouais, il y avait Ben, tu sais, vraiment- lui, c'est Il y Undertaker. avait un gros following Ouais. de femmes, là. Ah, c'est C'était clair. Hein? incroyable. Yokozuna. Il prenait un verre, il fermait. Ben, tu sais, nous autres, en Europe, on prenait l'autobus le matin. Tu sais, parce que quand tu es aux États, au Canada, tu loues ton auto, tu loues ta chambre d'hôtel, tu t'arranges avec tes chums que tu t'entends bien. Pour ça, comme je te dis, moi, j'ai jamais voyagé avec Austin, tu sais, dans le même auto, puis sharing une chambre d'hôtel ou whatever avec, tu sais, mais j'avais Sid Vicious, ça a été un de mes... Psycho Sid, ça a été un de mes buddies où on s'entraînait ensemble à tous les jours. On louait des autos ensemble, on se prenait des chambres d'hôtel. C'est ça, il y a des clics qui se forment, là. Ouais. Tu sais, lui, je l'ai connu bien, un champion de même. Un grand champion, tu sais, qui a été champion de la WCW, 2 fois champion de la WWE, tu sais. Moi, j'étais capable de connecter avec son mindset. Puis, il venait chez nous, il restait dans ma maison. J'allais à West Arkansas, dans le bout de Memphis. J'allais habiter chez eux. Je pouvais même passer un mois avec sa famille. Je connaissais ses enfants, sa femme. J'étais comme un membre de la famille, tu sais. Puis lui, il était super proche de ma soeur. Mon père et ma mère, c'était plus dur parce qu'il y avait le langage de La barrière du langage. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça, du monde comme Austin que j'ai moins connu. Mais tu sais, des gars comme Sid, qui étaient des grands des icônes, dans le fond, ben, j'ai passé beaucoup de temps avec eux, pareil. Puis cette vie de rockstar,
c'est clair que ça finit par créer des tensions, de la jalousie. Tu sais, je sais que t'es pas un gars, toi, t'es un gars qui, tu sais, que t'as le cœur gros comme la terre, puis tu veux pas ressasser le passé, puis t'es pas quelqu'un de rancunier, mais veux pas, on le sait qu'il y a eu de la tension avec Jacques Rougeau, tu sais, comme dans le sens, je me souviens justement, puis tu sais, je l'ai relu là, en préparant l'entrevue, là, lors du fameux gala à Montréal, quand la Gazette avait pris en première page, puis il n'avait pas pris Jacques Rougeau, puis là, lui, il aurait sauté une coche à propos de ça en disant ouais, comment ça, une grosse coche. Comme si tu lui avais volé la première page, c'est ça? C'est ce qui met au téléphone le lendemain. Là. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, ils ont présenté... moi, j'étais contre le Big Show, là, qui était comme une réplique du géant Ferré, si tu veux. Puis quand ils l'ont présenté, tu sais, lui, il était quand même assez jeune, il n'avait pas beaucoup d'expérience. Puis ils m'ont présenté, puis tu sais, il m'a donné une poussée. Tu sais, à la conférence de presse, au face-à-face. Fait que moi, j'ai pris une chaise comme pour montrer que je me laisserais pas intimider. Puis le fait que j'ai pris une chaise, le photographe a aimé ça, il a pris la shot de moi qui a pris une chaise dans mes mains. En voulant dire que je vais te frapper avec une chaise si jamais tu essaies de quoi, je me laisserai pas faire. Puis si je voulais montrer du fire, que je me laisserais pas intimider parce que c'est un géant. Ouais, mais ça, c'est du marketing, là. C'est arrivé de même. Ouais. Puis Jacques, lui, m'a dit que c'était prémédité, mon move, que c'était fait pour voler le show. Lui voler sa vedette, là, tu sais. Que c'était sa seule opportunité avec Hulk Hogan, puis que j'avais enlevé son front page de Gazette. Puis ça, il t'en a voulu beaucoup pour ça? Genre longtemps? Ben, peut-être pas longtemps, mais assez pour que... Le lendemain, on luttait à Orlando, puis j'ai pas pris mon premier vol vers Orlando, j'ai pas pris le deuxième. Il y avait 3 vols à ce temps-là qui faisaient Montréal-Orlando, des directs. Puis j'ai arrivé là-bas à 8h30 du soir, genre... ça me tentait plus là, d'y aller, tu sais. J'étais prêt à arrêter ça là. J'étais à bout parce que moi, on avait fait une compagnie à 4. J'avais contribué financièrement la même somme d'argent. Une compagnie de quoi? Pour faire venir Hulk Hogan. Ah ouais, OK. Ouais. Il y avait un avocat, Cookie Lazarus, Jacques Rougeau, moi, Tony Mullet. On était 4 promoteurs qui faisaient venir la WCW, puis Jacques Rougeau, puis qui organisait tout l'événement. Fait que j'avais 25% des parts comme les 3 autres, puis j'avais autant droit à 25%. On est 4 à 25%. Tu sais, je voyais pas le problème. Là. J'ai payé autant pour le Centre Bell, Centre Motion à l'époque. J'ai payé autant de publicité, j'ai payé autant de dépenses pour tout. Même si la publicité, majoritairement, puis c'est normal, on voulait avoir la plus grosse foule possible, fait que c'était normal que c'était Jacques qui était à l'avant-plan avec Hogan. Puis ça n'a jamais été comme... J'ai jamais fait de cas de ça. Mais moi, avant ça, j'ai eu d'autres problèmes où je me suis fait dire « Ah, ben toi, tu n'auras pas le droit de parler en anglais. Tu vas juste parler en français, ça va être bon pour notre image, tu sais. Un gars qui parle français, puis l'autre qui parle anglais. » Mais moi, je suis pas fou, là. Je sais que c'était pour me garder plus bas, là, pour m'empêcher de monter, là. OK, fait qu'il y avait quand même la il n'y avait pas, parce que jalousie. moi, j'avais toujours vécu 50-50 avec Nelson Veilleux. Ouais. Mais là, l'entente que j'avais eue avec lui, c'était comme... Tu sais, t'es co-pilot, puis enjoy the ride, tu sais. Ouais, c'est ça. Yeah, c'est moi la star, puis tu prendras ce que je vais te donner, tu sais. Fait que lui, c'est ça. Fait que quand tu prenais... Fait que moi, je peux pas avoir de mic time, je peux pas avoir de micro, tu sais, puis... Ouais, mais là, il faudrait que tu sois meilleur, là, tu sais. Mais ouais, mais là, si j'en fais jamais, je m'améliorerai jamais, là. Ouais. Tu sais, donne-moi des trucs, tu sais,
donne-moi des in, aide-moi à m'améliorer, aide-moi à travailler cet aspect-là, mais c'était pas ça. Ah, c'est poche, ça. Ouais, mais ça, c'est... Non, mais je veux dire, je sais que t'es pas C'est rancunier, correct, t'as pas de ressentiment. Quand j'ai accepté que j'aurais pas la même paye, je comprenais que ça faisait plus d'années que moi qui était là, puis que, tu sais, qu'il avait fait un chemin plus long, puis, tu sais, j'ai accepté ces conditions-là, mais il y a des places où, tu sais, je trouvais des fois que je me faisais... J'étais obligé d'être sur le silence. Ouais. Je pouvais pas parler trop. Il fallait que je dise qu'un mot quand c'était le temps. J'étais comme... T'achetais la paix. Je me faisais dire un peu, là, tu vas parler là, le reste, c'est moi qui parle. T'sais. Wow. C'était un peu ça qui était l'entente. Puis, à un moment donné, c'est que le monde alentour... Ils disent, comment ça, c'est tout le temps Jacques qui parle, puis tu parles jamais? Puis c'est le monde, dans le fond, qui finit par te craquer, tu sais. C'est clair. C'est clair. Mais tu me parles de la compagnie de 25 là, tu avais 25 mais c'est un one night seulement, ça. Ouais. Mais ça c'est... Je veux dire, l'entente a été... a été respectée. Oh, tout, là. Ouais. Ouais. Puis à la mais tu sais, j'avais pas 25 des bénéfices. Non. Tu sais, Jacques avait 75 de bénéfices sur chacun de nos 25 autrement dit. Mais c'était correct. T'sais. Ouais. C'est correct, mais... Si j'ai dit oui, c'est parce que c'était correct. Ouais. C'était un bon Jack. Oh, ouais, mais tu sais, je me suis dit, à un moment donné, tu sais, ça va être mon tour, tu sais. Ouais. Puis ça l'a été, parce que est-ce que la retraite de Jacques Rougeau t'a libéré? Ben, moi, c'était ça que je pensais, ouais. Mais ça n'a pas duré. Il est revenu 2 ans après. Ouais. Après ça, il m'a appelé pour que je signe pas seul en WWF avec Vince. Moi, j'avais solidifié... Mais pourquoi je veux dire, je veux pas être méchant, mais de quoi je me mêle, dans le sens? Ouais, ben... Il voulait pas, c'est de la jalousie, quoi. Ouais, mais tu sais, là, il voulait partir une compagnie au Québec, puis quand il n'y a pas eu de succès, il disait que c'était de ma faute si j'avais pas signé avec Vince, que les 500 personnes qui manquaient par soir dans sa tournée québécoise, que c'était parce que j'étais pas là. Mais tu sais, moi, c'était entendu que j'étais pas là, j'avais dit que je signerais avec Vince. Fait que j'ai re-signé. Moi, c'était supposé d'être ma libération, dans le sens que j'étais supposé avoir ma carrière enfin toute seule, prendre mes propres décisions, faire mes affaires, puis... c'est ça. Mais tu l'as fait quand même, dans le sens... Un peu, mais tu sais... ça a resté quand même que... Je trouve que... J'ai été un petit peu, moi je peux dire ça, naïf. Des fois, je pensais que en appelant Jacques pour en demander un conseil, qui me donnerait vraiment le meilleur conseil pour moi. Puis des fois, c'était peut-être pas la personne que j'aurais dû appeler pour demander un conseil. Ouais, c'est que dans le fond, il guidait pour lui son propre bénéfice. Peut-être, tu sais, je veux pas... Ouais. Mais c'est ça, c'est humain, là, je veux dire, mais... Je peux pas dire que c'est pas une bonne personne, parce que quand il y a eu le gros verglas, puis moi, j'étais à Saint-Philippe, pas loin de Candiac, puis on avait... Tout était glacé, on n'avait plus rien, on n'avait pas d'électricité, puis... Tu sais, moi, ma blonde, elle avait 2 enfants dans ce temps-là, la blonde que j'avais, puis ils étaient jeunes, puis moi, puis ils nous a invités chez eux. Tu sais, puis... Avec grand cœur, là. T'sais. Non, c'est clair. Ça n'a pas rapport, mais tu sais, dans ce business-là, c'était quand même difficile. Il y a beaucoup de compétition. Tu sais, l'être humain, c'est pas tout noir et blanc, je veux dire. Des fois, l'être humain est tiraillé par la jalousie, t'es quelqu'un avec énormément de charisme. Tu sais, je veux dire, sûrement que Jacques Rougeau était pas le seul. Tu sais, moi, je n'étais pas partner avec Raymond. Là. Ouais. Puis, moi puis Raymond, à ce jour, là, on a des discussions régulièrement. Puis, on échange sur n'importe quoi.
sur son parcours comme maire de Rawdon, sur le fait, sur ma carrière, sur des affaires que je fais. On se parle souvent régulièrement. Là. Parce que la business, il n'y a pas de business. On est des super bons amis. C'est ça. Mais j'ai pas été capable de recréer. Mais j'ai pas eu Raymond comme partner. Peut-être que ça aurait été un différent partner. Ça aurait été différent la dynamique. Parce que je sais, par expérience, pour avoir José avec Jacques, que même eux, c'était difficile entre les deux frères, des fois. C'est clair. Ouais. Puis, je me souviens, parce qu'on en parlait même dans les médias, il y a un événement, clairement, qui est arrivé, parce que, comme, à un moment donné, tu sais, t'étais là, tu gagnais, t'étais dans les gros shows, tu gagnais tout le temps. Il y a eu un moment donné où t'as commencé à perdre. Tout le temps. Je me souviens, là, PCO, c'était l'abonné à la défaite, au point de se demander... il y a quelque chose qui est arrivé là, dans les coulisses. Là. Grosse erreur. Ben, c'est ça que je te dis. J'ai appelé Jacques pour demander des conseils. Parce que moi, dans le fond, j'avais une conversation avec Vince. Puis il m'avait dit, tu sais, on va créer une rétention sur toi où on ne te donnera pas au public montréalais pendant 2 ans, 3 ans. Ils vont vouloir te voir, mais on va pas leur donner. Puis même que tu retournes à Montréal, là, on va faire de quoi de gros, tu sais. Puis, à un moment donné, Mike Rotunda, Erwin Arshitzer s'était blessé. Puis, j'avais même pas commencé mon nouveau personnage. Puis, Vince m'a appelé, puis il dit, tu veux-tu remplacer IRS, il est blessé. Il a pas fait appeler son directeur du personnel, il a pas fait appeler son DJ, il a pas fait appeler sa secrétaire. Il a appelé lui-même, puis il m'a demandé si je voulais faire le match contre Shawn Michaels. Puis, il fallait que je perde contre Shawn. Puis là, je venais de perdre le match de retraite contre Jacques. Puis là, j'ai appelé Jacques, j'ai dit, écoute, j'ai pas commencé encore, mais... Il me demande de perdre contre Shawn, je sais pas si c'est grave, tu sais. Puis il m'avait dit, si je perds contre Shawn, tu sais, c'est... Ça va être comme la fin de ma carrière, un peu, avec Montréal, là, tu sais. Mais dans le fond, ça n'avait pas tant d'importance que ça. Fait qu'il t'a convaincu. Fait que, au début, je voulais pas perdre contre Shawn. Shawn était fâché, mais à la fin, je me suis révisé, j'ai dit, OK, je vais le faire. Puis, on a passé au travers de ça, puis tout était correct. Puis après ça, j'ai été 8 mois, j'ai eu un gros push, un major push. Jusqu'à mes matchs contre Bret Hart, puis tout ça. Puis après ça, le meilleur ami de Shawn, qui était Diesel, qui était champion du monde à l'époque, j'étais contre lui au Forum en finale. Puis il est arrivé bien fanfaron, bien cocky. Puis il m'a dit, à Montréal, chez vous, ça va être grosse botte, jackknife, 1, 2, 3. Longtemps avant que normalement, c'est le soir même du show. Là. Wow. Il m'a dit ça comme 2 mois d'avance. Ça m'a vraiment comme craqué, là, à dire. Parce que dans ce temps-là, la clique était pas aimée. Là. Eux, ils étaient pas aimés de personne. Sean Razor. Non, il était pas bon. Le Diesel, il était pas aimé. Ouais, je me souviens, il était vraiment cocky, les gars. C'était pas un beau champion du monde, Diesel. Là. Non, puis les 4 ensemble, avec Triple H, puis tout ça. Ben, moi, puis Triple H, on n'a jamais eu différent, là. Même j'ai une histoire pour Triple H après, là, mais mes différents ont été avec Shawn Michaels surtout, puis avec Kevin Nash. Puis moi, j'ai refusé de perdre contre Kevin Nash au Forum. J'ai carrément dit non. Puis là, les gars voulaient me battre avant le combat, là. Wow. Ouais, Shawn, il est venu pour il voulait me battre à coup de ceinture intercontinentale, puis il a fallu que je stood up, là, il a fallu que je me mette, puis je sais, si tu lances la ceinture, si tu swing pour me pogner dans la face, puis tu me manques,
t'ai défait à face. Wow. C'était vraiment... Ça, c'était avant le combat. Ouais, ouais. Puis pendant le combat, il y avait tellement de tension, parce que moi, j'avais décidé de pas perdre, que là, tout le monde avait craqué Kevin à me planter pour la vraie dans le ring. Fait que là, dans le ring, le monde savait pas qui allait gagner, qui allait perdre. J'avais dit que je perdais pas. Wow. Mais je pense que ses amis, puis les autres lutteurs, c'était sold out au curtain. Là. Ouais. Curtain call, là, tu sais. Ouais. Il n'y avait plus personne dans les vestiaires, là. Tout le monde regardait le combat, là. Pas parce que c'était pour être spectaculaire, là. Pour voir une vraie bataille, là, tu sais. Fait que là, on n'était plus dans le théâtre, on n'était plus dans le show, là. Non. Wow. Fait qu'on a commencé quand même en lutte. Mais ça, c'est tellement... J'étais un peu inconscient parce que tu peux te faire casser un bras, une jambe facilement parce que si tu commences un peu à donner ton corps à l'autre pour aller dans notre art qu'on fait, puis le gars décide de te casser le bras, mais Ouais, c'est ça, t'es à la merci. il y a le beau jeu, là. Ouais. La même chose pour moi. Fait que t'es un peu comme sa défensive quand tu fais des choses que tu as stagées avant un peu, là, tu sais. Puis, je me souviens que quand il n'a pas fait son finish, puis qu'on se battait à l'extérieur vers le rideau pour sortir, nos coups rentraient de plus en plus forts, c'était de plus en plus vrai, là, tu sais. Puis lui, il voulait pas perdre la face non plus devant ses amis, là. Tu sais, c'était comme... C'est ça qui a été spécial, là. Comment ça s'est fini? Ben, ça s'est fini... tu sais, avant, à un moment donné, il s'est levé devant moi, là, avant le combat. Tu sais, il mesure 7 pieds, là, puis il a dit comme ça, tu veux pas perdre contre moi à soir? Puis j'ai dit non. Je perds pas contre toi à soir. Mais il a essayé de m'intimider, tu sais, avec sa grandeur, puis tout. Puis j'ai tenu mon bout, là, tout le long, puis... ça a vraiment nuit. Après ça, les gars, ils ont essayé de me faire congédier longtemps. Là. Ouais. Mais là, le match, comment il a terminé finalement? Il a terminé comme que j'ai dit que ça terminerait. Ouais. Ça fait que t'as gagné le match. Ouais. Mais ils m'ont enlevé ma paye au complet. Ils t'ont enlevé ta paye. Zéro paye. Ils m'ont find. OK. Puis après ça, ils t'ont Le mis sur le lendemain, je luttais à Québec contre Kevin encore. Là, c'était tough. J'avais Québec, puis après j'avais Toronto. J'avais 3 soirs contre lui. Puis moi, on dirait, toute ma vie, je m'étais conditionné que j'étais pour être champion du monde de la WWF un jour. Que dans ma tête aussi, qu'est-ce qui n'a pas aidé, c'est que je pensais que je gagnerais à Montréal, je gagnerais à Québec, puis je dropperais à Toronto. Moi, c'est le scénario que je m'étais fait. Ouais. Là. Puis souvent, eux autres, ils vont te faire un test avant de te donner une ceinture, tu sais. Ils vont voir, tu sais, comment tu réagis mentalement. Si t'es un bon soldat. Ouais. J'ai comme foiré le test là, d'aplomb. Là. Tu sais, je me suis mis ce clic-là à dos solide, là. Puis eux, ils tiraient les ficelles beaucoup, là. Ouais. Fait que là, à partir de ce moment-là... Après ça, Québec, tout le monde m'a appelé le lendemain matin pour dire que même que j'arrive à Québec de m'excuser à Kevin. Puis qu'à Québec, j'étais pour être le bon gars, puis que j'étais pour faire la job. Là, que j'ai fait aussi. Ouais. Puis après ça, ils ont continué à me faire gagner pareil pendant un bon bout de temps. Mais on était sur une tournée européenne pendant 2 semaines. Puis moi, je plantais PJ Stock, Paul Arco. C'était un gars proche de la clique. Puis il y a un moment donné, on embarquait dans l'autobus, puis les gars,
comment ça? C'est en anglais, là. Ah. Tu peux-tu comme sacrer un peu sur ton show? Mettons, je peux-tu dire les phrases qu'il disait ou t'as mieux pas? Je te pose la question. Tu sais, il disait, mettons, aux autres, là, how come this motherfucker still goes over every night and he refused to the job for Kevin in Montreal? Puis là, tu sais, ça les faisait vraiment, ça les mettait vraiment... Ah ouais, c'est clair. Ils étaient vraiment fâchés, là. Ah ouais. Puis quand on est revenu en Amérique du Nord, là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y avait comme 2-3 000 personnes sur un house show. Puis là, Vince était là. Puis il y a eu un meeting avec tout le monde, les vétérans de la compagnie. Puis moi, j'étais pas dans le meeting. Puis tu sais, là, il voulait comme se débarrasser de certains gars. Puis tu sais, mon nom, il était là-dedans. Puis Vince m'a backé. Il a dit qu'il était pour s'occuper de moi, puis que personnellement, il était pour gérer le problème lui-même avec moi tout seul. Puis c'est là que j'ai commencé à perdre tout le temps. Puis c'est là que j'ai décidé de m'en aller. Ouais. Parce que, encore là, c'était une mauvaise réaction. J'aurais pu passer peut-être une période super difficile, puis après ça, on aurait recommencé à me faire confiance, parce que Triple H, je me souviens, à un moment donné, on fait, quand les gars, il y en a 2 qui s'en allaient à WCW, Razor puis Kevin, puis Shawn puis Triple H restaient à WWE. Ils ont tous sorti pour se faire des hugs dans le ring. Puis ça a mis Vince hors de lui-même. Puis après ça, Triple H, pendant 1 an consécutif, il a perdu tous ses combats, puis il a même perdu en 12 secondes contre Ultimate Warrior au WrestleMania, mais il l'a juste accepté. Puis après ça, il est devenu 17 fois champion du monde, pareil, ou 16 fois. Okay. Il fallait juste passer la tempête, dans le fond. Ouais. Tu sais, c'est tout... parce que, tu sais, you learn as you go, là, tu sais. T'as jamais passé par là, t'as pas d'expérience de... Pas grand monde alentour que tu peux demander des conseils. Il a fallu que j'aille plus vraiment des amis vétérans, là. Mm-hmm. Je pouvais pas trop me fier à Jacques parce que, l'intention qui aurait été selon sa vision à lui de la chose ou selon ses intérêts à lui. Puis, tu sais, pour avoir vécu la même chose en équipe, tu sais, lui... C'était pas dans... C'était jamais dans sa vision de perdre pendant une longue période de temps. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. C'est que ça, sur le moment, c'est ta fierté aussi. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ah. T'as-tu des regrets? Comme quand tu penses ça aujourd'hui, où tu te dis, ouais, tu vois, c'était dans ma courbe d'apprentissage. Puis, courbe d'apprentissage, puis... ça aurait peut-être été différemment, ça aurait peut-être changé la trajectoire, mais tu sais, c'est le même dans la vie, t'as pas 2 chances, t'as une chance. Puis après, il faut que tu construises avec qu'est-ce que t'as pris comme action. Ouais. Fait que là, toi, t'es parti. Là, ta vie, ça ressemblait à quoi? On retournait avec Jacques un peu par défaut. On était à WCW, on est revenu à WWF, mais tu sais, on n'a jamais été capable d'avoir... ça n'a jamais reconnecté parce que moi, je voulais tout le temps garder ma propre identité après. J'avais été échaudé de la première... Tu voulais plus être l'ombre de Jacques Rougeau. C'est ça. Ouais. J'avais une patch, puis je voulais pas l'enlever, puis c'est ça. Je voulais avoir les cheveux longs, puis je voulais plus qu'on ait les mêmes styles pareils, puis qu'on soit 2 polices montées, puis tu sais... C'est ça. Ça avait tout changé, fait que ça l'enlevait beaucoup. Ça fait déjà 1h15. Mais tu pars de loin. Non, je pars de loin, mais c'est pour ça que je voulais... De toute façon, je vais te réinviter, là, mais... Ta vie, là, quand t'as... Ça doit être une drop, là, je veux dire, dans le sens... T'étais un rockstar, t'étais...
sais, les gens, comment t'es revenu dans la vie de tous les jours? Ça ressemblait à quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Tu sais? Ben, je me suis commencé comme normal, là, tu sais. J'ai fait j'ai été capable de me positionner quand même bien dans l'immobilier, là, tu sais, Ouais. de faire des achats, de me débrouiller, d'avoir un parc immobilier, puis tu sais, T'avais de l'argent de côté, là. ouais, Ouais. je me suis bien débrouillé, là, de ce Ouais. côté-là. Ouais. Ouais. Mais, tu sais, dans le fond, cette partie-là de ma vie, c'est la partie d'apprentissage, mais tu sais, le vrai PCO, il est sorti à 3 ans à RDS, à faire les commentaires, à lâcher ça en ondes pendant que tout allait bien, à retourner en Angleterre, puis à prendre les mêmes risques que j'ai pris quand j'avais 18 ans. Tu sais, je me suis fait offrir, j'ai recommencé, mettons, en 2017, parce que, tu sais, toutes les portes étaient fermées, il n'y a plus rien qui ouvrait, puis j'étais allé faire un show en janvier 2018, l'avion ne voulait pas décoller, il y avait une tempête de neige. J'étais allé en Indiana, dans un show ordinaire, là. J'étais arrivé 15 minutes avant que le show commence. Oh non. Puis je luttais contre Ethan Page, qui est dans NXT présentement, là. Puis, tu sais, j'ai fait tout un match avec. Puis là, il y avait Joey Janela qui était là, dans les estrades. Puis il a dit, j'ai besoin de toi sur mon gros show à WrestleMania 34. C'est le Joey Janela Spring Break 2. Puis tu vas être contre Walter, qui est Gunter aujourd'hui. Tu sais, Gunter, là. C'est fou que ça. C'est un comeback de malade, là. C'est là que tout a commencé, là. Ben, tout a recommencé, dans le fond. Mais fois 1000, le fun fois 1000. Ouais. Ben, parce que t'es plus capable d'apprécier, sûrement. Ouais, parce que premièrement, ce combat-là, personne ne voyait rien, puis ça a été le combat de la fin de semaine. Puis tu le vois à un moment donné, je l'ai mis sur mon Facebook il n'y a pas longtemps, il y a une éruption de la foule qui se passe à un moment donné du match. Le monde part de « Ah, je peux pas y croire » à... Il tombe, je sais pas comment dire ça, en genre de transe de folie furieuse, là. Puis tout le monde se met à capoter dans l'aréna. Puis après ce match-là, mon nom, il est partout aux États-Unis, là. Je t'en demande partout. Je lutte sur tous les shows indépendants, les plus grosses compagnies indépendantes. Pro Wrestling Guerrilla, Battle of Los Angeles. Un des shows les plus prestigieux que tous les scouts vont voir. Puis là, je me fais scouter par toutes les compagnies, WWE, All Elite Wrestling, puis Ring of Honor, qui était vraiment dans la course dans ce temps-là. Puis là, je me fais appeler, Cody Rhodes m'appelle tout le temps, les Young Bucks m'appellent tout le temps, Marty Scurll m'appelle pour la Ring of Honor. J'ai reçu plein de téléphones de plein de compagnies. Je parle à Regal de temps en temps. Puis là, finalement, Ring of Honor disent, on va te payer un billet d'avion, on veut que tu viennes voir nos facilités. C'est Sinclair Broadcasting, ils ont 216 postes de télévision, ils ont l'école de lutte, ils ont un gros setup. Puis ils m'offrent un contrat de 2 ans qui est plus que j'ai jamais fait dans WWF. Combien? Ah, juste... Non, je ne sais pas dire le chiffre. Mais c'est plus... Mais parce que t'es trop modeste, tu veux pas dire le chiffre? Non, c'est des bons chiffres, mais c'est parce qu'après ça... Ah, je comprends. Ça amène plein d'affaires, là. Ouais. Mais c'est vraiment... C'est mon plus gros contrat à vie. Puis en plus, la 3e année, pour aucune raison, ils me disent, on va doubler ton salaire. Ben, parce qu'ils t'aiment. Ouais, mais non, mais... Je suis pas en négociation, là. Non, on fait juste doubler mon salaire. Incroyable. Fait que ça a été 3 années incroyables à Villain Enterprise. Moi, Brody King, Marty Scurll, puis j'ai été champion du monde de la Ring of Honor. On est juste 4 Canadiens. Moi, Kevin Owens, Kevin O'Reilly, puis Chris Jericho. Les seuls 4 Canadiens qui ont été champions du monde de la Ring of Honor.
Après ça, Ring of Honor, ils ont vendu à All Elite Wrestling. Ça a perdu un peu de prestige parce que All Elite s'est gardé en avant. Ouais. Mais le temps que j'étais là, c'était vraiment hot. Parce que le lendemain que j'ai gagné la ceinture à Baltimore, puis il y avait un gros billboard aussi à Baltimore. Puis on avait monté le corbillard là-bas, moi puis Destro, parce que moi j'étais comme le French Canadian Frankenstein. Après ça, à cause de la résurrection de PCO, on a tous joint ça ensemble. OK, fait que Frankenstein, ça vient de French Canadian à la base? Ouais, French Canadian Frankenstein, Nice. Ils m'ont appelé de même. J'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle Major League Wrestling, qui est une compagnie qui était basée en Floride, mais qui était sur le câble partout. Au Mexique, puis au Canada, puis aux États-Unis. Je me souviens pas le nom du câble, mais en tout cas, j'ai lutté pour eux autres. Puis c'est eux autres qui m'ont baptisé comme ça, le French Canadian Frankenstein, mais nous autres, on avait fait beaucoup de vidéos sur YouTube, puis X, puis tout ça, puis on voit que Destro, il me déterre. Puis, parce que là, il avait dit, mon match contre Gunther, c'est la résurrection de PCO. Puis nous autres, on l'a fait en vrai, là, il m'a ranimé avec l'électricité. Fait que c'était vrai au sens figuré, puis c'était vrai au sens réel. Ben ouais, c'est le comeback. Puis c'était de même à Ring of Honor, j'étais déjà baptisé comme ça, puis on rentrait en corbillard, nos entrées, puis l'électricité, puis au Madison Square Garden de New York, devant 22 000 personnes, là, c'était jam-pack. On a eu une entrée de 4 minutes 30, puis 4 minutes 30, ça chante « He's not human, he's not human ». C'est un gros chant. Puis jusqu'à temps que la compagnie ferme et vende, puis après ça, j'ai fait un autre 3 ans et demi avec TNA, là, où Hogan, les Road Warriors, tout le monde a été. Puis l'année passée, au mois de juillet l'an passé, c'était le 20e anniversaire de Slammiversary. On l'a fait à l'Auditorium de Verdun, puis c'était sold out. C'est là que je suis devenu champion international. J'ai pas perdu le titre depuis ce temps-là. Puis j'ai défendu partout en Australie, partout dans le monde. Puis là, tu sais, je reviens à Laval, au Colisée de Laval, là, le 5 juillet. Bien, ça. Le 5 juillet. Le 5 juillet. Puis, tu sais, on est toujours sur le même... je te dirais... La légende s'est amplifiée depuis 2018. Incroyable. Tout ce qui a été bâti avant, plus tout ce qui s'est rajouté par-dessus, ben ça a créé vraiment quelque chose de vraiment plus gros que ça n'a jamais été. Fait que la vie est bien faite dans le sens, tu me parles de tes erreurs, puis de... Dis-toi que sans tes erreurs, peut-être que ça n'aurait pas explosé comme ça. Ouais, mais à un moment donné, j'y croyais tout le temps que c'était pour arriver, mais... Je voyais que j'avançais dans les années, je me disais, ça va être fou si ça arrive là, tu sais, je me disais, c'est fou raide, là. C'est fou raide, la manière que ça se passe. Parce que là, tu as 57 ans. C'est ça. C'est complètement débile, là. Si tu m'avais demandé ça à 14 ans, c'est pas de même que je voyais ça, là. Puis là, 57 ans, t'es de retour au top. Ouais. On va finir l'entrevue comme ça, là. Ouais. Comment tu vois, comme PCO, tu te vois quoi? Est-ce que tu veux faire ça jusqu'à 65 ans? C'est pas ça, c'est plus de checker les... Ça prend un paquet de pièces de dominos qui tombent ensemble, un paquet de... Ouais, il faut que les dominos serendipity, là, tu sais, faut que toutes les étoiles soient alignées. Ça peut être autant avec All Elite Wrestling puis Maple Leaf Pro Wrestling qui font conjointement avec New Japan Pro Wrestling. Ça peut être avec WWE pour ça, pour mon match d'adieu. Parce que Pat Laprade me dit, avant de finir, il faut vraiment que tu fasses la tournée de la province de Québec. Il faut que tu ailles dans toutes les régions de la province. Puis là, ça l'a allumé comme la lumière dans ma tête parce que moi, je te l'ai pas dit, mais après le match de retraite contre Jacques, c'était supposé être moi contre Bob Backlund pour le championnat du monde au stade olympique. Puis, il est arrivé une grosse chicane entre Jacques et Vince McMahon parce que Vince ne voulait plus y aller.
Puis, parce que Macho Man, il était rendu à WCW. Fait qu'en tout cas, j'étais supposé tomber champion du monde de la WWE au Stade olympique de Montréal. Ça a tombé à l'eau, ce plan-là. Ça a été dur. Puis, Dino Bravo voulait faire le Stade olympique. Il y a eu plein de Québécois qui voulaient faire le Stade olympique. Puis, moi, quand je regarde les options, je me dis, moi, Kevin Owens, puis il y a d'autres noms, là, mais ça, c'est un nom que j'ai en tête parce que moi et Kevin, on a beaucoup de combats de fait avant qu'il arrive à WWE. On a un historique ensemble, on était des grands chums. On s'est parlé moins dans les dernières années, mais même quand j'ai gagné mon championnat de la Ring of Honor, il m'a appelé pour me féliciter, puis il m'a dit que ça réservé là 6 mois. On avait souvent des conversations ensemble. Puis, des fois, je parlais avec Sami Zayn, mais il disait je sais que tu es plus proche avec Kevin. Fait que, moi et Kevin, j'ai même regardé des emails de 2008, 2009, 2010. On se parlait par email quand j'étais en Angleterre. Lui, il était ici. Puis, c'est ça. Là, il va se faire opérer à son cou. Tu penses que sa carrière est en danger? On va voir. Je sais pas. Comment il se tient, lui, le moral, puis tout, ça doit être tough. Ça a l'air à bien aller, mais j'ai pas. Là, je l'ai pas rappelé, j'ai pas posé de questions directement. Fait que, mais comme je te dis, mon film a joué il y a pas longtemps. Ça, si mettons, comme un exemple, mon film, il ferait un gros succès dans les salles du Québec. C'est tous des atouts de plus qui vont faire que le stade a des chances de marcher. C'est clair. Ça va dépendre de la suite des événements. J'ai un bon feeling pour toi, PCO. J'ai un bon feeling pour toi. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Puis, merci beaucoup. Écoute, c'est un honneur pour moi d'avoir une légende qui arrive à se livrer à cœur ouvert comme ça. Je te remercie beaucoup. Donc, le 5 juillet... c'est le 5 juillet, le show à Laval. Ouais. C'est où qu'on peut s'acheter des billets? Skatepro.ca. Puis aussi, nous autres, Carl Leduc, de la famille légendaire, de Joe Leduc, Paul Leduc, les gens, des fois, qui n'aiment pas trop le digital ou en ligne, peuvent, par Messenger, avoir des billets physiques. Avec Carl, il peut aller soit les livrer chez Ménic ou à la maison directement. Il met l'épaule à la roue. Il donne un gros coup de main. Puis c'est un gars d'une famille qui a été dans la promotion de la lutte professionnelle longtemps au Québec. Puis il me donne un énorme coup de main. Puis aussi, ce que je veux dire qui est vraiment important, c'est qu'on donne une partie des recettes de la soirée pour la maison Stéphane Fallu, qui vient en aide aux jeunes qui sortent de la DPJ, puis qui sont laissés seuls à eux-mêmes. Puis la maison Stéphane Fallu, mais ils ont une maison pour les gars où ce qui héberge certaines personnes, puis là, ils ont une nouvelle... Ils sont en construction pour la maison des filles, donc ça donne qu'ils ont besoin de fonds, puis moi, j'embarque là-dedans avec la fédération avec laquelle que je lutte présentement, mais pour les pro wrestling, on va donner quand même un bon montant. Je veux pas nommer le montant non plus, mais c'est quand même considérable là, ce qu'on va apporter. Puis, tu sais, je suis devenu pas mal chum avec Stéphane Fallu, l'humoriste, le comédien. Puis, lui, c'est un ancien gars de la DPJ aussi. Puis qu'est-ce que j'aime là-bas, la manière que c'est traité, c'est que c'est pas juste qu'on prend des gars et on leur donne un toit, mais on leur montre de se responsabiliser, d'avoir des disciplines pour être performants dans la vie un coup qu'ils vont quitter la maison après un certain temps. Ils peuvent pas rester là à vie. Là. C'est 2 ans peut-être pour les lancer toutes les préparer à la vie, puis parce qu'ils ont... soit pas eu de parents ou ont été élevés à la dure ou que pas vraiment de technique. Je trouve qu'ils sont bien encadrés
pour quand ils partent de la maison, ben, ils sont prêts à affronter la vie. Puis je trouve que c'est une belle cause. Que moi, avec Philippe Vaillancourt, qui est le fondateur de la maison, Stéphane Fallu travaille fort aussi sur le gala de lutte. Ah ouais, parfait, ça donne une autre raison d'aller le 5 juillet. Ouais, c'est pour une bonne cause en plus. Parfait. Bon, ben, merci beaucoup, PCO. Honnêtement, j'ai pas de mots pour te remercier. Puis moi, je vais être là le 5 juillet, puis je te remercie de tout cœur. Ah, je vais t'arranger des billets, puis en tout cas, j'espère que je vais pas. Mon but, c'était pas d'écorcher personne. Non, dans écoute, l'entrevue. moi c'est ma vision, c'est ma Exactement. perception des choses. Écoute, moi, c'est Puis bien important de... Puis c'est tout le temps une question de perception. Exactement. Parce que moi, quand que je parle de quelque chose, je parle de mon point de vue à moi. Exactement. Si tu te places à gauche, à droite ou en avant, ça peut être un point de vue différent. Ouais. Puis mon histoire reflète pas nécessairement l'histoire de d'autres personnes C'est qui bien ont dit. été impliquées avec cette personne-là. C'est bien dit. Puis je dois le dire aussi au public. Avant l'entrevue, j'ai demandé à PCO si c'était correct qu'on parle de ta relation avec Jacques Rougeau. Puis tu m'as dit aussi que tu voulais pas planter personne, tu voulais pas envoyer personne sous l'autobus, tu voulais juste donner ta vision Non, puis des je choses. souhaite le meilleur des succès possibles dans tout ce qu'il entreprend, puis je souhaite juste du bien puis de la santé. J'ai vraiment aucun arrière-pensée négative. Good. Puis s'il y a de quoi, ça m'aura juste fait grandir. Parfait. Puis t'es un grand PCO, je te remercie. Merci.